remercier alors tout particulièrement les camarades du collectif Nos services publics lillois qui ont beaucoup œuvré à la mise en œuvre de cette soirée, et avec une petite mention spéciale à Florent. Et puis la LDH de Lille, qui nous permet aussi de faire la captation de cet événement et sa retransmission en direct. Et ça, c'est très précieux, merci beaucoup. Et puis, bien sûr, il faut remercier toutes les militantes et les militants de toutes les organisations et du collectif, plus généralement du collectif Nos services publics, qui se sont investis dans le projet. Et je ne vous les citerai pas tous parce que là, ça va faire vraiment trop. Alors, un petit mot d'abord sur le collectif Nos services publics. Donc, c'est un collectif qui comporte des agents publics, pas mal, mais aussi des personnes qui souhaitent œuvrer en faveur des services publics. Et en particulier, donc, on a pour but d'essayer de changer la vision dominante actuellement sur les services publics. Et de forcer aussi le débat sur l'orientation et la finalité des politiques publiques. On voudrait renforcer et transformer les services publics parce que ça nous semble indispensable pour faire face aux urgences auxquelles est confrontée notre société, donc urgence climatique, urgence sociale, mais aussi urgence démocratique. Alors, pour ça, on a divers outils. On fait paraître des tribunes dans la presse. Le collectif a produit 3 rapports annuels sur l'état des services publics depuis 2023. Il a aussi fait des enquêtes auprès des agents publics. Il y en a une qui est en cours en ce moment sur la hiérarchie et le management. Mais on fait aussi des événements publics, pas seulement de la production de textes. Donc en particulier, peut-être vous en avez entendu parler, les événements du printemps des services publics, qui ont commencé en 2022, sauf erreur de ma part, et qui se font là où il y a des forces pour les faire dans les territoires. Et donc ce soir, on lance donc la campagne qu'on a intitulée pour les services publics locaux, aux candidates et aux candidats de s'engager et aux citoyennes et citoyens de veiller. Alors c'est une campagne qui est profondément politique, mais apartisane. On est en période électorale, il y a des tas de promesses qui vont être faites, et on voudrait que le sujet des services publics soit discuté autrement que sous l'angle de comment peut-on réduire la dépense de l'État et des collectivités territoriales. Parce que ça c'est totalement synonyme de quel service public on va bien pouvoir dégrader encore un petit peu plus. Et pourtant, les services publics, c'est le ciment de la cohésion sociale. Donc, quand on a l'égalité d'accès de toutes et tous aux services publics, non seulement ça réduit concrètement les inégalités, puisque les mêmes services s'offrent à tous, et ça donne aussi aux usagères et aux usagers un sentiment d'égale dignité, qu'on soit riche ou pas riche, on a le même service. Et quand on n'a plus de services publics dans certaines zones, il y a les habitantes et les habitants de ces endroits-là se sentent délaissés, même méprisés par les pouvoirs publics et par les décideurs politiques. Et forcément, c'est tout à fait naturel, ça crée du ressentiment. Et ce ressentiment est en ce moment exploité par des partis politiques qui prônent la haine de tout ce qui est différent. De ce qui n'a pas la bonne couleur de peau, pas les bonnes orientations sexuelles, etc. Et donc nous pensons que la lutte pour le renforcement des services publics participe du combat
contre le danger de l'extrême droite pour la démocratie en France. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'apporter notre pierre de cette manière. Et maintenant, je laisse Cécile compléter le propos. Merci Claire. Alors, je crois que nous sommes toutes et tous représentants de nos organisations membres de ce collectif heureux d'être là. C'est pas forcément habituel que des organisations, pour beaucoup d'entre nous nationales, se mobilisent avec autant d'énergie à l'occasion des élections municipales. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'exemples. Et je crois que ça s'explique aussi par une espèce de fatigue de ce qui se passe au niveau national. Mais si nous ressentissons cette fatigue, c'est aussi parce que les citoyens la ressentent avec un sentiment d'inutilité, d'histoire qui ne finit pas, de déni de démocratie, bref, le sentiment qu'on n'arrive plus à peser sur les décisions au niveau national. Et c'est pour ça que se mobiliser au niveau local, c'est important. C'est important et la démarche que nous lançons, elle va permettre trois choses. D'abord d'interpeller les candidats et les candidates, ça Claire l'a dit, sur des valeurs que nous avons en commun, mais aussi sur des propositions thématiques. C'est celles qui vont vous être présentées, en tout cas certaines d'entre elles, puisqu'il y a 14 axes d'engagement, mais qui vont vous être présentées par les uns et par les autres, avec des traductions qui peuvent être immédiates sur tous les territoires, parce que nous sommes parfaitement conscients des réalités budgétaires des collectivités territoriales, mais nous pensons que c'est quand même possible dans ce cadre-là de défendre des services publics universels, accessibles et solidaires. Dans un monde où les tensions géopolitiques sont croissantes, où la France n'est pas exempte de cette aggravation des inégalités avec une concentration des richesses au profit des ultra-riches qui s'accompagne désormais, et c'est vraiment dramatique, du record de taux de pauvreté que la France a connu depuis 30 ans, nous pensons que le niveau local peut être en capacité d'apporter des réponses. Donc ça passera par une mobilisation des habitants et des habitantes, et on a conçu une plateforme qui peut les aider à se mobiliser, parce que sur cette plateforme, ils pourront consulter l'ensemble des exigences, tout ce qui va donc vous être présenté ce soir, mais qui montre comment ça va se traduire concrètement pour changer leur vie, celle de leurs voisins, sur le territoire où ils ou elles vivent. Il y aura aussi la possibilité d'interpeller les candidats en ligne de manière très simple pour qu'ils puissent réagir et s'engager, et donc d'enregistrer, le cas échéant, leur engagement. L'objectif de cette plateforme et ce collectif, c'est bien d'interpeller sur des propositions concrètes et de voir la réponse des candidats et de donner à voir à tous ce que ces candidats ou ces candidates ont répondu et quels engagements ils ont pris. Et donc, ça permettra aussi à ceux et à celles qui ont envie de politique, comme l'a dit Claire, au sens non partisan du terme, mais d'engagement concret, de rejoindre ces actions, de participer à des campagnes existantes, de créer des collectifs locaux, des outils d'interpellation, pour qu'il y ait, en utilisant un panel d'outils qui seront disponibles sur le site qui est municipal au pluriel-2026.nosservicespublics.fr. Vous avez tous noté ? Personne. Mais vous pouvez le mettre sur votre téléphone. Donc c'est vraiment l'idée de reprendre du pouvoir sur sa vie, du pouvoir sur son avenir, sur un échelon, l'échelon local, qui est celui où les élus sont encore appréciés. C'est moins de 10% au niveau national, mais les maires et les élus locaux recueillent encore aujourd'hui 68% d'opinions favorables. Et c'est sur ce terreau-là que nous voulons aussi mobiliser les citoyennes et les citoyens qui ont envie de peser sur leur destinée. Donc voilà le sens de ce collectif, voilà aussi le plaisir de travailler ensemble pour montrer que nous avons un terrain partagé, un terrain de valeurs, mais qui se traduisent concrètement dans une mise en œuvre de services publics. Et je termine en disant que si on veut lutter contre les inégalités, il y a deux moyens. Il y a la redistribution, les aides sociales. On sait qu'en France, on sait faire et on sait moins bien faire ces derniers temps. Mais il y a aussi les services publics. Les services publics, c'est un outil puissant de redistribution, c'est un outil puissant d'égalité. Et l'égalité, c'est ce qui figure avec la liberté et la fraternité au fronton de toutes ces mairies qui vont voir leurs conseils municipaux renouvelés. Donc il n'y a plus qu'à. Et nous allons, je crois, pouvoir écouter avec grand plaisir les propositions par des acteurs qui sont pleinement concernés et engagés sur ces sujets. Alors, les propositions, elles vont être... alors, il y en a eu beaucoup de travaillé. Il y a eu 14 exigences, on va dire,
particulièrement fortes qui en sont ressorties. Et on va vous les présenter en les regroupant dans 4 axes. Et donc le premier axe, on l'a intitulé Une commune engagée dans la transition écologique qui garantit un cadre de vie juste et soutenable pour toutes et tous. Et c'est Eddy Jacquemart qui va nous le présenter. Il aurait dû être accompagné par Julien Trocas de Sudrail, mais qui malheureusement n'a pas pu se rendre à Lille en raison d'un décès dans sa famille. Donc Eddy, la parole est à toi, si tu veux bien venir ici en vedette, s'il te plaît. J'avais préparé mon petit chrono pour ne pas dépasser le temps. Je vais mettre sur la table. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Eddy Jacquemart, donc je suis militant du logement. Donc, je vais vous présenter l'axe 1. Donc, comme on vient de vous le dire, donc c'est un axe qui propose en fait de ne pas opposer écologie avec justice sociale, puisqu'en effet, on se rend compte que la justice sociale est indispensable pour le bien-être des habitants et des habitantes. Alors, les 4 engagements de cet axe, je vais simplement au moins vous les citer, les 4, puisqu'on a le premier axe, c'est pour un logement accessible pour toutes et tous. Le deuxième axe, c'est pour lutter contre la spéculation et l'artificialisation des sols. Le troisième, c'est pour renforcer les services publics environnementaux. Et le quatrième, c'est pour un service public des mobilités. Et bien évidemment, comme nous n'avons pas toute la soirée, je vais vous en présenter un seul. Et comme vous en doutez bien, je vais vous présenter l'axe sur le logement accessible pour toutes et tous, puisque c'est mon domaine de prédilection, le logement. Voilà, donc en fait, je vais vous présenter cet axe qui est important, c'est la loi SRU. La loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, on a fêté récemment les 25 ans de cette loi au mois de décembre, qui a été mise en place en 2000, donc si vous comptez bien. Et cette mise en place a été faite notamment à l'époque où on mettait en place d'autres dispositifs sociétaux et sociaux intéressants, comme par exemple les 35 heures, comme on est dans la ville de Martine-Aubry, je me permets de la citer. Cette loi SRU a été travaillée avec les militants du logement, je le dis, puisqu'à l'époque, mon organisation a participé à cette rédaction, et elle a été mise en place notamment dans la mesure où on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'égalité territoriale par rapport à certaines villes qui ne voulaient pas construire du logement social. Et puis, cette loi SRU, elle représente véritablement un pilier républicain et véritablement, je dirais, une contribution de toutes les mairies à l'effort national pour répondre au droit du logement, qui est un droit régalien en fait. Donc c'est un effort de solidarité nationale qui est évidemment indispensable à mettre en place dans toutes les villes. Alors, cette loi SRU, elle n'a pas vécu forcément paisiblement depuis toutes ces années, puisque alors elle a été attaquée, puisque vous savez qu'on a rajouté dans le périmètre du quota, pour calculer le quota de logements sociaux, on a rajouté beaucoup de logements qui ne sont pas véritablement des logements sociaux. Je pense aux EHPAD ou à tout ce qui est logement étudiant. Mais par contre, et je profite de la présence de Madame Duflot, elle a été améliorée par Madame Duflot quand elle a été ministre, puisqu'elle a porté l'obligation de 20% à 25%. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, je dirais, intéressant, puisque ça nous a permis de continuer à avoir du logement social partout sur le territoire. Mais on n'est pas arrivé à une égalité de territoire dans la mesure où certains maires continuent à ne pas vouloir construire du logement social sur leur territoire et préfèrent payer des amendes. Et ça, ce n'est plus entendable dans la mesure où, eh bien, pour le bien commun, pour le pacte républicain, pour l'égalité de territoire, chacun devrait contribuer à la construction. On a des départements quand même assez exemplaires, par exemple des départements où il y a des villes où il y a 3% de logement social et à côté
on a 70% de logement social. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Il faut que véritablement tous les maires puissent s'engager et être obligés à construire du logement social. Alors je fais un petit peu d'actualité, c'est que en ce moment, cette loi, il faut la préserver. Il faut la préserver au maximum et les maires, ils peuvent être aussi, je dirais, des bons défenseurs de cette loi si on continue à l'appliquer, dans la mesure où, au niveau national, on a des très mauvaises idées en ce moment, puisqu'il y a une loi qui a été proposée au Sénat par une sénatrice du sud de la France, je ne vais pas la nommer, et qui propose de, encore une fois, attaquer cette loi SRU, de rajouter du quota, les logements intermédiaires, dans la prise en compte du quota pour la construction de logements sociaux. Et elle a ainsi emboîté le pas au ministre Jean Brun, qui propose même de prendre en compte dans le quota les places de prison. Voilà, donc cette loi, eh bien, c'est tous ensemble et c'est tous les maires, je dirais, progressifs qui pourront en fait pourront la préserver, la sauvegarder. Oui, pour la petite anecdote, M. Sarkozy a bénéficié donc pendant quelques jours d'un logement social, hein, si on pensait à cela. Voilà, donc je ne vais pas être plus longtemps puisque j'arrive à mes 6 minutes, donc je respecte le temps de parole et j'espère que j'ai été clair dans cet engagement. Merci. Merci beaucoup, Eddy. On va donc passer au deuxième grand axe qui va être celui d'une commune engagée pour bien faire grandir tous les enfants, qui va être présenté par Élodie Maclair de nos services publics et Pierre Caminade de la FSU. Donc oui, nous on va vous parler de l'enfance, un thème et un sujet assez large, puisque dans les communes, ça concerne aussi bien l'accueil en crèche que une partie de l'accueil à l'école, le périscolaire. Mais avant tout, évidemment, on rappelle que ce qui concerne l'enfance n'est pas uniquement une compétence communale, c'est une compétence partagée avec l'État, l'éducation nationale et avec d'autres collectivités. Et la commune ne peut pas tout, mais elle a néanmoins un rôle fondamental. Déjà, en ce qui concerne l'école, les communes mettent à disposition les locaux, les entretiennent et emploient les ATSEM, donc les assistantes en maternelle. Au-delà de l'école, les communes organisent la cantine, parfois l'étude, le centre de loisirs, les colonies de vacances, l'accueil des bébés avant la maternelle. Et tout ça, tous ces aspects ne concernent pas forcément toutes les communes, mais les communes peuvent faire la différence sur ces questions. Sur le plan budgétaire, il nous semble aussi important de veiller à ce que l'enfance ne soit pas oubliée parfois des dépenses, parce que c'est une tranche démographique qui revendique peut-être forcément un peu moins, mais les enfants ont aussi des besoins et c'est primordial de les prendre en compte. Pour les enfants, avoir une école accueillante, en bon état, avec de la verdure, des espaces pour chacun et chacune, ça fait la différence. Avoir accès à des activités culturelles, sportives, de qualité, adaptées pour eux, pour leur âge, pour leurs envies, variées, encadrées par des vrais professionnels formés dans un cadre sécurisant, ça fait aussi la différence. Et c'est pour cette raison qu'on a mis l'accent sur 3 exigences qui nous semblent fondamentales. Il y en a d'autres forcément que vous retrouverez sur le site, mais ces 3-là nous ont semblé fondamentales. Comme dit, on ne pourra pas tout développer. Pierre développera la première et vous retrouverez les autres sur le site internet. Donc ces 3 exigences sont l'égalité de tous les enfants sans discrimination, pour accéder à la crèche, à l'école, aux activités de loisirs et au périscolaire, tous les enfants, quelle que soit la situation administrative de leurs parents ou leur lieu de résidence. Une deuxième exigence, c'est un service public de la culture qui inclut largement les enfants et qui ne s'appuie pas forcément sur des appels à projets qui sont souvent chronophages et pas forcément efficaces et adaptés. Et enfin, notre 3e exigence, c'est un appui aux activités sportives des enfants grâce au soutien aux associations locales
et un accès garanti aux équipements. Donc je vais laisser Pierre développer la première exigence. Donc, comme l'a dit Élodie, cet axe il a vocation à démontrer l'engagement des candidates et des candidats pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Et donc ce soir, l'idée c'était de faire un focus sur l'engagement numéro 9, que vous connaîtrez quand vous connaîtrez les 14 sur la plateforme, qui au-delà de l'ambition portée pour les services publics, démontre notre attachement à l'égalité des droits entre les habitantes et les habitants d'un même territoire. Et c'est quelque part un axe, un fil rouge un petit peu de l'ensemble des engagements de ce qu'on vous présente ce soir. Que son parent ou ses parents soient en situation régulière ou non, que la situation financière du foyer soit pauvre ou aisée, que la famille soit croyante ou pas, chaque jeune est un enfant de la République. Tout enfant, pour nous et pour ce qu'on porte là, doit être accueilli en crèche, comme en accueil périscolaire et de loisirs. Tout enfant doit pouvoir déjeuner à la cantine. Et dans le pays des Lumières, aucune discrimination n'est acceptable, qu'elle soit basée sur l'origine, la nationalité, la religion, le sexe ou les revenus. Concernant l'école, parce qu'elle est la seule à scolariser tous et toutes les jeunes, l'école publique se doit d'être implantée dans tous les territoires. Sa mission est d'assurer l'émancipation par les savoirs, d'imposer la liberté de conscience, la raison contre l'ignorance, le savoir contre les croyances. Et à ce titre-là, le service public d'éducation est garant, à notre sens, de la mixité, qui est indispensable, cette mixité, pour pouvoir faire société. Et à ce titre, comme l'a dit Élodie, il est indispensable que l'inscription à l'école publique, comme dans toutes les structures publiques d'enfance-jeunesse, se fasse sans aucune discrimination ou aucune pénalité. Et les services publics, ces services publics qui participent de l'épanouissement et de l'émancipation de chaque être humain, doivent lui permettre de trouver sa place dans cette société. Et par cet engagement, les candidates et les candidats font la promesse de ne pas être des maires qui refusent l'inscription d'enfants dans les écoles publiques de leur commune ou différentes activités que je citais précédemment. Et on peut constater, je pense que vous avez pu le constater aussi, parfois des refus d'inscription sans une présentation de justificatif de domicile, d'un permis de louer, des demandes multiples de formulaires administratifs, des tarifs aussi qui peuvent être dissuasifs ou absolument pas en lien avec les revenus des familles. Et pour nous, ce n'est plus du tout acceptable que des enfants soient privés de repas le midi, car ils ou elles n'ont pas de place dans leur cantine. Donc cet engagement constitue un véritable investissement pour notre jeunesse, et il pèse peu dans le budget des collectivités, mais il rapporte beaucoup pour l'égalité et pour le vivre ensemble. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation du troisième grand axe, avec intitulé Une commune qui protège le droit de toutes et tous à une vie digne. Et nous devons excuser Maëva Tisserand du collectif NSP qui a été terrassée par un virus probablement. Et donc ce seront Michel Leflon de la coordination défense santé et Noémie Hervé du GEPSO qui vont vous présenter cet axe. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Peut-être juste pour déplier l'acronyme GEPSO, c'est donc le groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux. Et donc on fédère les établissements et les services publics qui accompagnent des personnes en situation de handicap, adultes et enfants, des enfants en protection de l'enfance, des personnes âgées et puis en insertion. Et donc cet axe 3 qui s'intitule « Une commune qui protège le droit de toutes et tous à une vie digne », il rappelle cet impératif pour les services publics de proximité de répondre aux besoins essentiels de toutes et tous sans condition, de garantir aux habitants du territoire l'accès à leurs droits les plus essentiels. La définition d'une vie digne, elle repose sur la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque être humain, indépendamment de son origine, de sa condition sociale ou de son parcours de vie. Et on le voit dans une société qui est très fragmentée, où les inégalités, la pauvreté explosent, ça a été mentionné en introduction. La considération, la prise en compte des droits des personnes, et notamment des personnes les plus vulnérables, ça revêt vraiment un enjeu majeur. Et ce sont bien ça, les valeurs du service public, l'inconditionnalité, l'engagement, la diversité, l'égalité, un accompagnement ouvert à toutes et tous. Nous avons donc souhaité dans cet axe rappeler l'importance de proposer une offre de service public qui soit adaptée aux attentes et aux besoins des personnes, de prendre en compte tous les publics, quelle que soit leur situation de vulnérabilité, encore une fois, mais aussi tout au long de leur vie, de l'enfance au grand âge. Et à travers cet axe, on souhaite mettre en avant la question de l'effectivité des droits, notamment les droits fondamentaux. C'est donc l'accès aux soins, l'accès à une alimentation saine, le droit de se sentir en sécurité, la lutte contre l'exclusion aussi. Ça a été rappelé encore une fois en introduction, le service public de proximité, c'est vraiment un pilier essentiel de la cohésion sociale.
et qui est confronté aujourd'hui à des défis d'une ampleur inédite et donc qui doit pouvoir continuer à être soutenu tout en s'adaptant pour maintenir le sens et l'efficacité de son action. Et ici, les élus des collectivités territoriales, et notamment des communes, ont des moyens très concrets d'action. C'est ce qu'on a voulu montrer avec nos 4 propositions au sein de cet axe. Donc l'obligation de domiciliation au CCAS ou à la mairie, des ouvertures de centres de santé et puis du plaidoyer pour le maintien des structures de soins de proximité, le respect de la loi Egalim, je parlais d'effectivité des droits un peu plus tôt, et puis l'investissement dans la sécurité publique, notamment sur des mesures préventives, par exemple l'éclairage public. On ne va pas tout développer ici, mais encore une fois, c'est sur le site web, et puis je vais laisser Michel tout de suite développer sur le sujet de l'accès aux soins. Bonjour à toutes et à tous. La coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité est viscéralement attachée à la notion de service public parce que nous considérons que c'est la seule manière de répondre véritablement à l'ensemble des besoins de santé sans discrimination de quelque sorte que ce soit. C'est ce qui nous a amené à soutenir cette initiative de nos services publics que je tiens à féliciter pour leur organisation. Il y a bien longtemps, malgré notre nom, que nous avons dépassé la simple défense des hôpitaux de proximité pour nous intéresser à tout ce qui concerne l'accès aux soins. La recherche d'un médecin généraliste et plus encore spécialiste fait partie des préoccupations majeures de la population et donc des élus locaux, même si la santé n'est pas une compétence nationale. Et des initiatives, il y en a dans tous les sens. Mais arrêtons de mettre en concurrence les collectivités entre elles, comme on le voit trop souvent, à qui fera les meilleures conditions financières pour accueillir dans son territoire des médecins libéraux à coût d'aide financière. La solution, et c'est dans les mesures phares que l'on propose, que l'on présente, c'est la création de centres de santé communal ou intercommunal ou de soutien à d'autres formes de centres de santé publics ou associatifs. Il y a des hôpitaux aussi, en particulier dans les quartiers nord de Marseille, qui contribuent à l'ouverture de centres de santé. Il peut y avoir des formes multiples, mais il y a effectivement besoin d'un soutien local et c'est beaucoup mieux que d'aider à faire venir un médecin libéral qui va faire des dépassements d'honoraires dans sa ville. Un centre de santé, j'ai dit il y a des modes très différents de centres de santé, y compris il faut faire très attention, parce qu'actuellement un certain nombre de sociétés à but lucratif ont découvert que c'était peut-être un bon moyen, peut-être pas de se faire beaucoup d'argent, mais au moins de rabattre des malades vers des centres d'imagerie privés, des laboratoires privés, etc. Donc il faut y compris faire très attention dans les statuts, être véritablement dans le secteur public ou tout du moins dans le non lucratif. L'intérêt d'un centre de santé, c'est pour les professionnels l'intérêt d'un travail en équipe, l'intérêt de faire du soin et pas de faire de la gestion comme en libéral. Pour la population, l'intérêt, c'est l'absence de dépassement d'honoraires, la prise en charge intégrale du tiers payant, et une prise en charge globale par une équipe, parce que le but aussi d'un centre de santé, c'est d'avoir une équipe. Pour les élus, c'est un soutien pour construire un vrai projet de santé avec la population, avec des actions de prévention, avec des prises en charge globales, avec un lien avec l'hôpital ou avec le médico-social. C'est la manière de prendre en charge l'ensemble des populations sans discriminer les populations les plus fragiles qui peuvent venir, comme les autres populations, dans les centres de santé. Et voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis, si certains veulent savoir comment on fait un centre de santé, il y a un certain nombre d'organisations qui sont prêtes à donner des tuyaux, la Fédération des centres de santé, mais il y a même une fabrique des centres de santé. Alors, on a dit qu'il fallait qu'on finisse en donnant quelques exemples concrets. On va se partager à deux, mais on a dit c'est effectivement qu'à l'action locale et puis aussi défendre des services publics nationaux et le rôle des élus locaux dans la défense des hôpitaux est importante.
Et on peut donner, y compris, on a l'impression que les maternités ferment, tout ça, mais on peut donner l'exemple de Vierzon, où il y a eu un engagement du maire qui a contribué à aider la mobilisation du personnel et de la population. Il y a y compris, ils ont séquestré le directeur, la directrice de l'ARS du Centre Val-de-Loire dans la salle du conseil de surveillance, mais la maternité de Vierzon existe toujours, donc y compris ça montre l'importance des élus qui contribuent à des luttes locales. Et peut-être rapidement, comme exemple sur la loi Egalim, on a aussi noté la mise en place d'une plateforme de l'État qui s'appelle Ma Cantine pour pouvoir se positionner en tant que collectivité. Et puis, dans la commune d'agglomération du Pays de l'Or, donc en Occitanie, il y a eu un travail qui a été fait avec des maraîchers locaux en groupement pour augmenter la part de produits biologiques à 40% des achats alimentaires qui sont destinés à la restauration collective. Donc voilà un exemple rapidement sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Vous allez prendre la place de Corentin et d'Emmanuel puisque ils vont nous présenter le 4e axe, une commune exemplaire, transparente, responsable et démocratique. C'est donc Corentin Touzet du collectif Nos Services Publics et Emmanuel Jourdan-Chartier de la LDH qui vont présenter cet axe. Alors pour cet axe-là, on est sur des exigences qui ne sont pas forcément spécifiques aux communes et aux intercos, mais qui plutôt les inscrivent dans ce qu'on peut attendre dans l'ensemble des services publics. Soit une commune exemplaire dans sa lutte contre les discriminations, déjà dans son organisation interne, par exemple dans sa politique de recrutement ou de promotion, mais qui par là aussi s'engage pour qu'une commune où toutes et tous se sentent protégés à former l'ensemble des élus, agentes et agents à l'accueil des personnes pouvant subir des discriminations. Une commune exemplaire également par les élus qui la composent et qui engage la démission d'élus condamnés au détournement de fonds publics. En ce qu'elle existe aussi par son administration, une commune responsable en tant qu'employeuse, c'est une commune protectrice de ses agentes et agents, qui leur garantit des conditions de travail décentes, déjà par le maintien de leur poste. Une commune qui ne considère pas ses agentes et agents ni comme un levier de réduction dans les contractions de budget qu'on a en ce moment, ou comme une ensemble de charges, mais plutôt comme des ressources. De ce fait, une commune responsable, c'est une commune qui préserve les éléments de sa compétence publique et qui s'engage, du coup, pour une collectivité employeuse qui font confiance à leurs agentes et agents, à sortir du réflexe de l'externalisation et à recourir en priorité aux cadres de collaboration intercollectivité qui sont nombreuses et maillent tout le territoire. Une commune démocratique également jusqu'à son fonctionnement interne, qui s'appuie sur l'expertise de ses agents et agentes et qui favorise une organisation de l'administration qui est construite sur le dialogue et la coopération. Enfin, une commune transparente et démocratique dans la répartition de l'argent public, qui est bien un fonds commun organisé par et non pour les élus, et qui par là s'engage pour que la municipalité soit transparente et intègre à publier les critères d'attribution de l'ensemble des aides et subventions de la commune. Et je laisse Emmanuel détailler cette dernière exigence. Alors, en revenant donc rapidement sur les associations en particulier, il y a 1 500 000 associations qui représentent 20 millions de bénévoles en France. La liberté d'association, elle est consacrée par la loi de 1901, intégrée au bloc de constitutionnalité. Et pourtant, le monde associatif traverse une crise majeure. Pour la LDH, les atteintes aux libertés associatives sont même l'un des symptômes d'un vrai décrochage démocratique, d'une démocratie en décrochage. La loi séparatisme rend obligatoire la signature du contrat d'engagement républicain pour toute association qui sollicite une subvention. C'est un pseudo-contrat avec des principes très flous dont l'interprétation peut être extensive et qui est utilisé par les pouvoirs politiques, y compris locaux, pour exiger des associations une prétendue neutralité ou un caractère apolitique. À ceux qui voudraient l'oublier, rappelons que le projet associatif est par nature politique. Il se construit autour d'un projet collectif, citoyen, d'un objet. Il est distinct des institutions et il constitue un contre-pouvoir. On ne peut pas cantonner par ailleurs les associations à un rôle de sous-traitantes dociles des missions d'intérêt général, d'autant qu'en les faisant entrer dans une logique de prestation de services, on les conduit parfois à une autocensure. Donc les exemples ne manquent pas d'attaques contre les associations féministes de défense des droits humains, de solidarité ou d'environnement,
Par exemple, le maire de la commune de Montmagny, dans le Val d'Oise, qui a refusé d'inscrire la section LDH dans l'annuaire des associations, arguant de son rôle lors des manifestations de Sainte-Soline, de l'Observatoire de la Ligue, ou bien à Valence, un élu d'opposition qui s'est opposé à l'octroi de subventions à la fois à la LDH et au MRAP, au motif de leurs actions de solidarité avec le peuple palestinien. Très souvent, ces discours stigmatisants sont accompagnés de menaces des retraits de subventions publiques. Or, les collectivités, elles représentent près du tiers du financement des associations. Ces subventions, ce sont des contributions volontaires et facultatives. Le financeur ne peut pas réclamer de contrepartie tangible, c'est ce qui distingue la subvention d'une passation de commande soumise au marché public. La collectivité doit certes respecter un principe d'égalité de traitement entre les associations, et depuis la loi du 12 avril 2000, elle est soumise à des règles de transparence. Les subventions sont votées par le conseil municipal. Mais l'unique critère d'attribution, c'est le concours à l'intérêt public local, donc le fait de répondre aux besoins de la population dans le cadre des compétences de la commune. Cela correspond aux activités d'une grande majorité des associations, y compris celles qui sont décrites comme politisées, puisque même dans la critique, elle vise à alerter sur les exigences du bien public. Elles sont essentielles à la solidarité, au fonctionnement de la démocratie. Or, et c'est ça qui est préoccupant, les arbitrages qui permettent actuellement de décider des montants et des bénéficiaires de ces subventions restent fondés sur un pouvoir discrétionnaire, sont très souvent complètement opaques et la plupart des communes ne justifient jamais leurs décisions. Pourtant, il ne s'agit pas de l'argent des élus qui récompenserait, qui punirait, qui salirait telle ou telle association. Il s'agit de fonds publics qui sont attribués dans le cadre de la redistribution locale et ils n'appartiennent pas à ceux qui sont chargés de décider de leur emploi. Sans ça, il n'est question que de clientélisme. Ils proviennent de l'impôt, ils appartiennent à l'ensemble des citoyens, d'où l'impératif de formaliser des critères d'attribution qui soient précis, objectifs et publics, accessibles, transparents pour toutes et tous. Deux points pour terminer. L'Observatoire des libertés associatives propose même d'insérer du pluralisme dans les procédures d'attribution des subventions par la création de commissions mixtes d'attribution pour aller au-delà dans la transparence. Des commissions de ce type commencent à être expérimentées à Rennes, à Grenoble. Elles pourraient être généralisées, étendues à l'ensemble des financements associatifs. Enfin, parmi les critères qui pourraient être définis, on pourrait aussi identifier la mobilisation de subventions à des fins d'interpellation citoyenne, puisqu'aujourd'hui le financement il est essentiellement orienté vers les services à la population et toutes les actions critiques portées par la société civile ne sont pas encouragées, voire sont ouvertement réprimées, alors que dans le cadre de la crise démocratique qu'on traverse, ces actions, elles sont d'un intérêt local. La qualité des contre-expertises, la capacité à mobiliser des quartiers populaires, à transformer des colères en actions collectives, à rapprocher des populations éloignées des institutions, me semble tout à fait indispensable. La ville de Poitiers, par exemple, je termine là-dessus, a fléché une partie de son budget participatif pour soutenir des initiatives qui comprennent des interpellations. C'est aussi une manière de soutenir des contre-pouvoirs locaux. Et donc maintenant, ce sont Arnaud Bontemps du collectif Nos Services Publics et Isabelle Mathurin de la Convergence Services Publics qui vont nous présenter les outils pour faire cette campagne. Bien, merci d'abord pour ces présentations. Vous l'aurez compris, ces engagements qui vous ont été présentés, ils font sens ensemble. C'est tous mis bout à bout qui dessinent une autre vision de la société, qui refuse la concurrence entre les territoires, qui propose de donner accès à toutes et à tous à des besoins essentiels. En fait, comme le disait Cécile tout à l'heure, de respecter tout simplement la devise qui est inscrite au fronton des mairies auxquelles les candidats sont candidats. Ces exigences, elles font également sens parce qu'elles vont permettre de construire du débat. Et c'est ça l'étape qui s'ouvre maintenant et sur laquelle je voudrais insister. C'est en ça que cette soirée est certes une présentation, mais surtout un lancement. Et à partir de ce moment-là, elle sera ce que l'on en fera collectivement. On le voit tout autour de nous, où que ce soit qu'on habite, trop souvent, la campagne des élections municipales, quand elle existe,
elle est résumée à un casting. C'est des têtes sur des affiches, c'est le bulletin des ragots de qui va se marier avec qui, dans quelles conditions, etc. Nous, on a voulu en faire un débat de contenu. Et c'est là-dessus qu'on voudrait insister. Et je voudrais réinsister là-dessus de 3 façons. La première, c'est que les décisions que vont prendre les candidates et candidats aux élections municipales, ce sont des décisions extrêmement concrètes, qui nous touchent au quotidien. C'est les bus qui passent en bas de chez nous, c'est les espaces verts qu'on peut avoir pour se ressourcer, c'est la cantine de nos enfants. Et parce que c'est le quotidien, il faut que l'on s'en saisisse, nous, en tant que citoyennes et citoyens. Le deuxième point, c'est que sur l'ensemble de ces sujets, les élus vont pas être juste des gestionnaires. Ils vont faire des choix. Et ces choix vont porter une vision extrêmement politique de la société. Et c'est ça la question que nous, maintenant, on va vouloir leur poser. Est-ce qu'ils sont prêts, ils et elles sont prêtes à s'engager pour une vision ambitieuse des services publics locaux? Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager dans leur exécutif, à engager leur exécutif sur ces 14 propositions? C'est pas beaucoup et c'est à la fois très exigeant, mais c'est tout à fait réaliste et tout à fait concret. Et puis, les compétences des élus locaux débordent des périmètres des communes. Les élus locaux, ils représentent leur collectivité dans les intercommunalités. Et en ça, ils vont avoir d'autres formes de pouvoir. Ils vont être grands électeurs pour les élections nationales. Ils vont parrainer des candidats au présidentiel. C'est aussi là-dessus qu'ils ont des leviers et des leviers pour mener une bataille pour les services publics à une échelle qui va bien au-delà des frontières de la commune. Et là aussi, ils vont avoir une vision à apporter. Le troisième et dernier enjeu sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut qu'on en soit conscient et conscient. Cette mener une campagne pour les services publics, notamment dans cette période municipale, ça va être démasquer l'ensemble des listes qui vont porter des propositions discriminatoires, antisociales, anti-écologiques. Et là-dessus aussi, on a un vrai travail à faire. On va se le dire clairement, elle a beau mettre une cravate, l'extrême droite n'a pas changé ses fondamentaux et elle ne signera pas cette charte parce qu'elle va fondamentalement contre ces propositions, parce qu'elle refuse la solidarité par l'impôt et par les cotisations sociales, parce qu'elle porte une vision discriminatoire de l'école, des services sociaux, de la santé et d'autres, parce qu'elle rejette l'ensemble de ce qui fait société. C'est aussi le sens de porter ensemble cette campagne. Il faut bien qu'on soit conscient d'une chose, le projet que porte notamment l'extrême droite, c'est pas juste des attaques contre le service public, c'est une négation de ce qui en fait le principe. Voilà ce qui nous reste maintenant à porter et je laisse Isabelle prendre la suite pour savoir les outils dont on a à disposition, en tout cas qu'on propose, à nous de nous en saisir. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, l'étape suivante, c'est l'interpellation des candidates et candidats. Comment? Eh bien, il va y avoir une plateforme commune que nous avons lancée et qui s'appelle Municipal 2026 nosservicespublics.fr. Cette plateforme, comme vous le savez, est portée par la coalition que vous avez vue là, qui vous a présenté les différentes propositions phares. Et en 3 clics, vous pouvez interpeller vos candidates et candidats par mail ou sur les réseaux sociaux. Donc, très concrètement, selon les problèmes très locaux que vous rencontrez, eh bien, vous pourrez interpeller les candidates et candidates sur les sujets communs portés. Donc, notre objectif, c'est de soumettre l'ensemble des engagements aux candidats et candidates pour représentatifs des exigences de service public local dans une commune, ce que nous avons exposé tout à l'heure. Alors, la question est simple. Est-ce qu'ils s'engagent à porter une vision ambitieuse des services publics dans le mandat qui s'ouvre? C'est vraiment crucial. Comment comptent-ils répondre aux attentes des citoyennes avec le budget qui sera le leur? Les électeurs et les électrices doivent pouvoir faire leur choix en connaissance de cause. Donc voilà le fondement de l'interpellation. Localement, donc on pourra aller plus loin, c'est ce qu'on vous propose, bien sûr. On vous invite à aller avec vos collectifs locaux partout, à partir de la plateforme, de s'organiser, interpeller les candidats, candidates en ligne et aussi sur le terrain à l'occasion des réunions locales. Et la plateforme présente des outils militants, des autocollants, un kit d'action pour s'organiser localement, rencontrer les candidates et candidats et faire valoir notre vision. Et il faudra aussi porter ce débat dans l'espace public. C'est ce qui a été fait aujourd'hui avec la conférence de presse à laquelle donc la presse a été conviée. Et donc on espère qu'il pourra lancer un débat réel autour des enjeux de ces élections.
Et il ne faudra pas s'arrêter là parce qu'il faudra, nous semble-t-il, aussi contacter la presse locale qui est souvent qui donne souvent un large écho à qui peut donner un large écho à ces initiatives. Donc elle peut se saisir, elle peut avoir une force pour se saisir des enjeux locaux. Donc là, c'est important de faire vivre le débat partout sur le territoire. La suite, c'est à nous de l'écrire. L'objectif, il est très clair, c'est que la coalition on est plus que 17, on est 24 organisations aujourd'hui qui portent ces propositions, soit dépassées par les mobilisations des habitantes et des habitants. Après tout, c'est nous qui aurons le pouvoir pendant ces élections, donc c'est à nous de le faire entendre. Voilà, nous avons un peu moins de 2 mois pour faire vivre le débat, pour démontrer que les services publics, c'est l'affaire de toutes et tous. À nous de jouer au travail et à bientôt. Bien, et donc maintenant on va faire un petit changement de plateau devant vous. Hein, on ne va pas tirer le rideau. Et nous allons inviter Julien Talpin, chercheur en sociologie à l'Université de Lille, et Marie-Pierre Vieux à venir sur scène pour un entretien avec un regard donc du coup un peu scientifique sur ces questions-là. Bonsoir à tous, je suis donc Marie-Pierre Vieux, je suis journaliste. Accessoirement, je suis également directrice d'une petite maison d'édition en province, en Occitanie. Et je voulais dire que ce débat qu'on a eu tout à l'heure sur la culture, sur les ruptures d'égalité, quand on regarde la politique qui est menée culturellement au plan national avec Dati, quand on voit le danger Bolloré, eh bien, on voit bien que les collectivités, la puissance publique, que ce soit la région, l'agglo ou encore la commune, elle est déterminante pour que continue le pluralisme, pour que continue ces petites mains qui fabriquent de la citoyenneté, qui fabriquent de la connaissance et qui font qu'on est des individus libres. Je voulais le dire parce que c'est extrêmement important. Et donc, à ma droite, j'ai Julien Talpin. Je crois qu'on peut le présenter rapidement. Il est sociologue. Il est directeur au CNRS. Et il travaille également, en tout cas, il est membre de l'Observatoire des libertés associatives. On y viendra tout à l'heure. On en parlera et on parlera de la loi de séparatisme de 2021. Comme ça, immédiatement, peut-être... vous demander une réaction à brûle-pourpoint sur l'ensemble des témoignages qui ont été délivrés. Très bien. Bonsoir avec votre regard, hein, je précise, de chercheur sur la démocratie et l'action publique. Effectivement, et moi, pour le dire un peu plus sur d'où je parle, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'engagement et le rapport aux politiques dans les quartiers populaires. Un de mes terrains de longue date, c'est la ville de Roubaix, pas très loin d'ici, et c'est aussi sur l'expérience de l'inégalité dans le rapport au service public, au fond, dont c'est l'objet de la seconde question. Absolument, on va y venir. Donc très heureux de pouvoir échanger avec vous. Et bon, moi, on va peut-être égrener certaines des propositions et certains des points qui me semblent intéressants, mais moi je signe dès demain, à titre personnel, ces 14 propositions qui me semblent absolument fondamentales. Et par ailleurs, mais on y reviendra aussi sur le rôle des associations, je pense qu'il y a un enjeu aussi fondamental à interpeller maintenant au moment des élections et puis de continuer peut-être tout au long du mandat. Et peut-être que l'enjeu, c'est comment faire vivre cette campagne et ces formes de mobilisation pour ne pas lâcher la pression, puisque je pense qu'une des conditions précisément d'un changement de politique, c'est que les élus se sentent un peu regardés, surveillés dans leur mandat. D'accord, alors justement, vous venez de dire que vous étiez chercheur, que vous avez travaillé sur les quartiers, vous travaillez sur la crise politique et démocratique et pointez une situation que vous jugez paradoxale avec d'une part une défiance de plus en plus grande vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions, des élus et en même temps des attentes extrêmement fortes
en matière de services publics, en matière d'égalité de traitement et autres. Et si on regarde encore de plus près les milieux populaires, donc que vous connaissez bien, on voit bien comment bien cette ambivalence elle est exacerbée entre le sentiment de déclassement, de relégation. Tout à l'heure a été évoquée l'idée de sentiment de mépris, et puis tout aussi fortement l'attente vis-à-vis des pouvoirs publics pour contrer les ruptures d'égalité. Et puis encore des mouvements qui émergent. Je pense aux émeutes des quartiers de 2023, je pense au mouvement des Gilets jaunes. Donc on en est où là? Est-ce que cette situation est explosive avec des potentiels, on dirait émancipateurs, mais également des potentiels régressifs? Comment analysez-vous cette situation? Alors effectivement, ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans la soirée sur le fait que les services publics constituent un enjeu politique et démocratique fondamentale. Ouais, je pense que je parle ici à des convaincus, mais je voudrais insister effectivement sur l'enjeu du rapport des classes populaires au service public de ce point de vue-là, et insister sur au fond, pourquoi toutes ces propositions sont fondamentales aussi, indépendamment de chacune d'entre elles, pour répondre à la crise politique et démocratique qu'on vit, puisque d'un côté les classes populaires et les groupes dominés et discriminés sont ceux qui votent le moins et qui entretiennent un rapport à la politique le plus distant et défiant, et également, et c'est rarement mis en lien, qui entretiennent le rapport peut-être le plus conflictuel au service public, et en même temps tout à fait ambivalent. Je vais essayer d'y venir. D'un côté, moi ça ressort beaucoup dans les enquêtes que j'ai pu mener dans les quartiers, autour d'un rapport et un sentiment d'abandon au fond à l'égard des quartiers en matière de services publics. Au fond, être un habitant de quartier populaire, mais je pense qu'on pourrait, et j'y viendrai en fait, élargir à d'autres fractions des catégories populaires et également en milieu rural, c'est faire l'expérience de moins de services publics et de services publics de moins bonne qualité. Moi, c'est un truc qui revient tout le temps dans mes enquêtes, c'est on est des citoyens de seconde zone, et ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone se matérialise précisément dans les expériences qu'on fait au quotidien de différents services publics. Je reviendrai sur l'école dans un instant. Et c'est pas qu'un sentiment au fond, puisqu'on a des éléments objectifs qui en attestent. On pourrait évoquer un rapport qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, qui était le rapport Coquendo sur les services publics en Seine-Saint-Denis il y a quelques années, et qui était co-signé par des parlementaires, y compris de droite, et qui montrait bien combien en Seine-Saint-Denis, mais le constat vaut au-delà, la qualité du service public était évidemment bien moindre. L'école, de ce point de vue-là, est tout à fait centrale, mais on pourrait parler de l'hôpital, des transports, etc. Et à ce titre, et peut-être que ça pourrait donner des idées, alors je rajoute d'autres propositions, mais une idée qui avait fait un peu de bruit aussi autour de ces questions-là à l'époque, c'était la proposition du rapport Borloo, en fait, qui a été vite enterré au moment quand on parlait de politique de la ville, de créer une cour d'équité territoriale, au fond précisément pour mesurer l'allocation des ressources publiques à certains territoires plutôt que d'autres, potentiellement pour déconstruire un peu cette idée qui revient fréquemment du on a trop donné au quartier, qui est plutôt invalidé empiriquement, et potentiellement, je crois qu'à l'échelle locale également, ça pourrait être intéressant de mettre en place ce type de dispositif via des observatoires. Il y a des agences d'urbanisme qui peuvent jouer un rôle de ce point de vue-là, a fortiori dans un contexte austéritaire. Alors on peut toujours se dire, il y a besoin de davantage de services publics, il faut plus de moyens, etc. Mais je ne suis pas convaincu, on pourra peut-être en discuter, qu'on ait un avenir radieux de ce point de vue-là devant nous, et donc il va falloir faire des choix sur où on met au fond l'argent et les services publics en priorité, et peut-être qu'il y a un enjeu à inverser les priorités de ce point de vue-là et à mettre le paquet sur les territoires, et les territoires les plus populaires et les plus abandonnés, puisque effectivement, et je finirai par là, ce rapport conflictuel à l'État et aux services publics se matérialise. À certains égards, moi je crois qu'on ne peut pas comprendre les émeutes de banlieue qui ont pu avoir lieu après la mort de Naël, mais qui ont aussi lieu régulièrement, et qui ciblent très centralement quand même des institutions publiques. Et souvent on se pose la question, mais pourquoi vont-ils brûler la bibliothèque, la médiathèque, l'école, le centre social dont ils bénéficient? Parce que derrière ça, c'est l'État. Et c'est le symbole d'une certaine façon. Oui, on pourrait parler évidemment de la police. De la même façon, dans d'autres fractions des classes populaires, le mouvement des Gilets jaunes exprimait aussi ce rapport de deux poids, deux mesures et d'allocation au fond injuste des ressources publiques. Et donc là, il y a un enjeu fondamental à répondre à ça, parce qu'en même temps,
malgré ce rapport conflictuel, il y a une attente d'État et de services publics qui est extrêmement forte. Moi, dans les quartiers, c'est quelque chose qui revient. D'un côté, quand on parle de l'école, il y a le sentiment qu'on a le droit à des écoles de seconde zone, ce qui se traduit par une éviction vers le privé, et en même temps des aspirations scolaires extrêmement fortes dans les familles populaires. Et donc, il faut, je crois, répondre à ces attentes d'État et de services publics. Juste un rajout, vous avez parlé des banlieues, du plan Borloo, vous avez parlé des Gilets jaunes. Il y a un certain discours qui oppose souvent les quartiers et les banlieues à la ruralité. Vous, dans votre analyse, vous faites un distinguo? Alors, vaste question. Faut-il opposer les tours et les bourgs? Non, je vais faire référence à un chapitre en fait de deux collègues, Clara Deville et Pierre Gilbert, dans un ouvrage que j'ai récemment coordonné, qui l'un sont spécialistes des quartiers populaires, Pierre Gilbert, et Clara qui est elle spécialiste plutôt du rapport à l'État et aux services publics dans les milieux ruraux. Et tout l'enjeu de leur travail, c'est de montrer que à la fois il y a des conditions objectives et matérielles assez partagées, en dépit de ce que l'on dit, et précisément sur ce que je dis, sur ce rapport ambivalent à l'État et aux services publics, sur le sentiment qu'on a droit à des services publics de moins bonne qualité ou plus éloignés d'une certaine façon, et que voilà, malgré les représentations et le discours médiatique qui contribuent à opposer ces différentes fractions des classes populaires, ils ont bien souvent des conditions d'emploi en réalité assez proches, l'expérience de la précarité, des temps de transport importants, après qui se traduit par du transport en commun ou de la voiture, et puis voilà, cette expérience des services publics peut-être de moins bonne qualité ou plus distance, qui nourrit des attentes d'État. Et de ce point de vue-là, moi je crois que, et ça pourrait être, et peut-être que ça fait partie de vos projets, des missions d'un collectif comme nos services publics, c'est de créer des campagnes qui viendraient rassembler différentes fractions des classes populaires. Moi je crois que si malgré tout il y a des formes de distance entre différentes fractions des classes populaires aujourd'hui, c'est aussi parce que les espaces de mobilisation en commun sont pas si fréquents que ça. On pourrait parler du rôle des syndicats, où dans l'espace du travail il y a des luttes communes qui sont menées, mais pour le dire autrement, l'unification des classes populaires dans l'histoire, c'est aussi faite par des luttes, des combats et des expériences partagées. C'est ça dont on manque peut-être aujourd'hui, et l'enjeu des services publics et de la défense et de la promotion de services publics de qualité peut être un moyen, je crois, justement de rassembler des fractions des classes populaires qu'on a trop souvent tendance à opposer. Justement, on parle de fracture, de crise démocratique qui peut déboucher sur des choix autoritaires qui voient la montée de l'extrême droite. On l'a évoqué dans le débat antérieur. En quoi le réinvestissement dans les services publics, plus particulièrement, c'est l'objet de la soirée, dans les services locaux, peut être une réponse à cette crise-là, et peut-être même une réponse centrale? Alors, un des éléments, je pense, pour répondre à cette question, c'est moi ce qui ressort beaucoup de mes enquêtes, notamment dans les quartiers, c'est un sentiment, au fond, et c'est pas qu'un sentiment, une fois de plus, c'est une expérience de l'impuissance publique, au fond. C'est l'expérience de l'impuissance du politique à répondre à ces problèmes du quotidien, qui se matérialisent par la reproduction de la marginalité sociale, d'une certaine façon. Et alors, on parlait de discrimination tout à l'heure, c'est renforcé par l'aspect discrimination, et un truc qui revient énormément, c'est que malgré parfois des trajectoires d'ascension scolaire et cet investissement scolaire dont je parlais tout à l'heure, et le fait que ces gamins, par exemple, accèdent à des diplômes du supérieur, derrière, au fond, ils ne trouvent pas de boulot, ou en tout cas pas à la hauteur de leur qualification. C'est un élément parmi d'autres, et là l'État s'avère très largement impuissant à répondre justement à ces inégalités, à ces formes de discrimination. On pourrait parler de plein de formes, au fond, d'expérience de l'impuissance publique, et qui va se traduire à certains écarts. Il y a beaucoup de débats en fait là-dessus, et j'en profite, c'est des questions qu'on va approfondir dans les mois prochains à Lille, parce qu'on va organiser prochainement une convention citoyenne sur la démocratie. C'est de savoir si, au fond, est-ce que les citoyens veulent vraiment vivre en démocratie? Et une des formes dont cette expérience de l'impuissance publique se décline, c'est l'idée qu'au fond, pour répondre à ça, il faudrait se tourner vers des leaders autoritaires, forts, qui parviendraient justement à enfin avoir des décisions qui changent votre quotidien. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a un enjeu à répondre à ce sentiment d'impuissance publique. Je dis pas que c'est facile. Il y a plein de freins à cela, pour montrer qu'il y a d'autres réponses, d'une certaine façon, que l'autoritarisme et des leaders forts à la Trump pour changer au quotidien les conditions de vie des habitants. Alors justement, parmi les freins que vous mettez sur cette impuissance, il y a quoi? Et ensuite, quand on parle de services publics locaux, comment reprendre la main à cette échelle-là? Parce que tout à l'heure, on a dit les services publics peuvent, c'est une volonté politique tout à fait, mais en même temps, il y a eu des décentralisations réussies, mais d'autres ratées.
En même temps, on prive les services publics locaux d'un certain nombre de moyens. Donc, comment on redonne de la puissance à la vie publique ? Alors si j'avais la réponse à cette question-là, non, peut-être quelques pistes. Et en plus, ça fait écho à un séminaire auquel je participais cet après-midi, en fait, où on faisait avec des collègues qui sont spécialistes de ces questions-là, un peu le bilan des municipalités du changement en Espagne, en fait, où suite au 15M, suite au mouvement social, à Podemos, etc., sont arrivés au pouvoir des municipalités qui avaient précisément un programme et des ambitions extrêmement fortes, en fait, de transformation de l'action publique locale, qui passaient notamment par la remunicipalisation d'un certain nombre de services publics. Je pense à la question de l'eau, par exemple, à Barcelone, ça a été un combat extrêmement fort. Et il faut reconnaître, et bon, je vais peut-être pas vous donner beaucoup d'espoir, mais malgré tout, je crois qu'il faut pas lâcher l'affaire, que le bilan il est en demi-teinte en fait. Et alors c'est souvent ce qu'on fait quand on est chercheur et sociologue, c'est d'essayer d'objectiver les freins. Et je crois que ça fait tout à fait, c'est ce qu'on évoquait cet après-midi, mais écho à ce qu'on voit en France, les freins ils sont aussi du côté du secteur privé en fait, et c'est pour ça que la mobilisation de la société civile, à l'instar de cette soirée, est importante de ce point de vue-là. Et donc, quand on veut créer du changement à l'échelle locale et quand on veut créer un changement significatif, eh ben, il y a des groupes privés à qui ça ne fait pas plaisir. Typiquement à Barcelone, cette ambition de remunicipalisation du service public de l'eau s'est opposée en fait, s'est vu confrontée à des mobilisations extrêmement fortes en fait de groupes privés, et la ville a perdu en fait. Hein, et donc voilà. Et pour, d'une certaine façon, faire face à ce rapport de force potentiellement défavorable à des forces qui seraient opposées à l'extension du domaine du service public, là, il y a besoin en fait d'une mobilisation à la fois des élus, des institutions, mais aussi de l'extérieur, au fond, et c'est un des enseignements de ce qui s'est passé en Espagne, c'est que sans une société civile puissante qui va créer du rapport de force, mais j'évoque l'Espagne ici, c'est aussi l'histoire du communisme et du socialisme municipal qui luttait dans l'institution, mais aussi en dehors. Et peut-être deuxième point, en fait, et alors là aussi je reviens à la fois à l'expérience espagnole, mais aussi à certaines expériences historiques en France, c'est souvent quand il y a une mobilisation de l'administration elle-même, et je pense qu'au sein du collectif Nos Services Publics, ça aide, ce qu'on pourrait appeler des alliés de l'intérieur et des fonctionnaires politisés et mobilisés, que le changement opère. Ce que montrent bien en fait les enquêtes justement en Espagne, c'est que souvent en fait les blocages viennent aussi de l'administration qui n'était pas prête à accompagner ces changements assez significatifs de l'action publique locale, et qu'à l'inverse, là où il s'est passé des trucs intéressants, c'est quand les fonctionnaires étaient mobilisés. Toute la difficulté dans la période dans laquelle on est, et peut-être que ça va faire la transition avec ce qu'on va évoquer par la suite sur la question des associations, c'est qu'il y a une sorte de chape de plomb à l'égard de l'engagement potentiel des agents publics, sur le devoir de réserve, sur les injonctions à la neutralité. Et ça, c'est aussi des freins tout à fait significatifs à ce que, y compris quand demain de nouvelles municipalités avec un agenda redistributif et de services publics forts parviendront au pouvoir, puissent effectivement transformer concrètement la réalité locale. Alors justement, vous venez d'écrire d'ailleurs un livre qui s'appelle L'État contre les associations, où vous pointez le fait que la vie associative, enfin les associations constituent aujourd'hui des partenaires des politiques publiques locales, avec une délégation croissante du service public en direction du monde associatif, mais qui s'accompagne d'exigences nouvelles, et notamment en matière de neutralité. Et vous montrez que sur ce dernier point, on assiste à un glissement de la neutralité religieuse à la neutralité politique, avec des conséquences sur les libertés et sur l'esprit critique, le pluralisme et finalement une entame au pacte social et républicain. Est-ce que vous pouvez l'expliciter ? Alors effectivement, merci beaucoup. Alors, je développerai pas tout ce qu'on essaye de mener, y compris la campagne d'interpellation qu'on mène dans le cadre des municipales avec l'Observatoire des libertés associatives qui a été mentionné et dont je suis un des animateurs. Et je remercie d'ailleurs Emmanuel Jourdan-Chartier qui a très bien, en fond, dressé le panorama des difficultés dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Mais je me permets d'en pointer un en particulier, y compris parce qu'il me semble que c'est pour partie encore une forme d'impensé à gauche sur la division entre le public et le privé, pour le dire comme ça. Et on assiste en fait depuis une vingtaine d'années à un mouvement de délégation croissante du service public à des acteurs privés, et y compris à des acteurs associatifs, sans que ça pose véritablement question, alors que ça a des incidences extrêmement importantes. Et moi, je le vois en fait dans les entretiens que je peux conduire avec des élus locaux, y compris des élus locaux de gauche, où ils voient pas en fait de problème. Et moi, ils me disent au fond, bah oui, certaines missions c'est mieux réalisé par les associations, elles sont plus agiles, ça coûte moins cher, etc.
Sauf que les conséquences de cela, indirectes, on pourrait dire, et sans qu'il y ait nécessairement d'intention, même si là, il y a des mobilisations assez fortes à droite et à l'extrême droite de ce point de vue-là, c'est qu'on assiste ces dernières années, on prépare précisément un rapport sur la question avec l'Observatoire des libertés associatives, à une extension des obligations de neutralité des agents du service public vers le monde associatif. Alors Emmanuel le mentionnait rapidement tout à l'heure, mais alors tout particulièrement depuis les élections législatives de juin 2024, suite au fait que certaines associations avaient simplement signé des pétitions pour souligner les dangers que représentait l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir pour le monde associatif, elles ont depuis en fait connu soit des rappels à l'ordre, soit des sanctions directes, coupe de subventions, etc., de la part de la CAF, de l'État, de collectivités locales, sanctions d'ailleurs qui n'ont aucune base légale, puisque il faut le rappeler, en fait, à l'exception, c'est une exception qui est quand même notable, des associations qui assurent des missions de service public, les associations n'ont pas à être neutres, au fond, hein, elles n'ont pas à respecter le principe de neutralité politique, au fond, qui s'impose aux agents du service public. Et là, on voit en fait une offensive extrêmement puissante. On pourrait évoquer également les débats qui ont eu lieu l'année dernière, en fait, autour du projet de loi de finances sur les CRA, en fait, et les associations qui interviennent dans ce cadre. La CIMAD était particulièrement par des commencements ciblés. Bon, je ne développe pas, mais cette injonction à la neutralité qui est véritablement une injonction à la dépolitisation du monde associatif et précisément à ne plus faire ce qu'on fait aujourd'hui. À ne plus, voilà, parce que derrière cette neutralité politique, il y a la question de est-ce qu'on peut s'engager contre l'extrême droite, est-ce qu'on peut potentiellement appeler à voter pour le NFP, ce qui est légalement possible, je ne sais pas s'il faut le faire, il y a des débats là-dessus, mais plus largement, au fond, à intervenir dans le débat public. Et donc derrière cette restriction des libertés associatives, derrière cette injonction à la neutralité, et derrière l'extension du flou, au fond, entre service public et monde associatif, c'est la dépolitisation de la société qui est en jeu. Et je le redis en lien avec ce que je disais précédemment, si on veut une société civile mobilisée pour produire du changement social et des transformations de l'action publique face à tous les freins et les résistances que celle-ci pourrait rencontrer, il faut s'opposer fermement à cela. Et ça suppose peut-être, et moi j'ai pas les réponses très claires en fait sur où doit se situer la division du travail, mais à ce qu'on réfléchisse à ça en fait. Moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment en fait mis en débat sur qu'est-ce qui doit être de l'ordre du service public, de l'État et des collectivités, et qu'est-ce que doivent faire véritablement les associations, dont le rôle premier est d'avoir un rôle démocratique, politique, d'intervention dans le débat public, plutôt que d'être simplement des auxiliaires du service public. On a d'autres exemples en tête, hein. Je pense au planning familial quand même qui s'est vu amputé de subventions, mais même localement, je pense à la Confédération nationale du logement qui a fait une bataille contre les maires qui n'appliquaient pas la loi SRU et a été privée de financement dans le Val-de-Marne. Alors justement, pour avancer dans ce cadre-là, comment on peut clarifier plus nettement la frontière entre les pouvoirs publics et la société civile, dont la vie associative ? Est-ce qu'il y a des moyens de codifier ça? Comment on s'y prend? Il y a le rapport de force, mais... Alors, comme je le disais, moi, j'ai pas de réponse en fait tout à fait arrêtée là-dessus. Surtout dans la période avec quand même la montée de l'extrême droite et de la droite autoritaire. Alors, il y a un enjeu, en tout cas, qui est très clair. Alors, nous, on va lancer une grande campagne aussi là-dessus. C'est le droit, en fait. C'est-à-dire que dans ce moment quand même un peu de glissement autoritaire, un peu à bas bruit que l'on vit, au fond, il y a quand même un truc qui tient un petit peu encore. C'est le droit. Et en fait, on va faire un truc en fait assez basique. Hein, c'est simplement de faire de l'éducation populaire, notamment en direction des élus, en fait, pour qu'ils respectent le droit. Alors, ça paraît extrêmement basique comme ça, mais quand on travaille sur les libertés associatives, alors on a conduit une enquête statistique l'année dernière qui montre quand même, on a plein de cas en fait qu'on pourrait lister ici d'assauts féministes, environnementales, etc. Mais il y a une association sur 10 en France. Emmanuel rappelait qu'il y a 1,4 million à peu près d'associations en France, donc potentiellement 140 000, qui déclarent des formes de sanctions institutionnelles suite à des prises de position ou des actions qu'on déplut au pouvoir public. Donc c'est pas anecdotique en fait, hein, une sur 10 aujourd'hui. Et donc le droit de ce point de vue-là, et y compris sur ces questions de neutralité que j'évoquais à l'instant, est à mon avis tout à fait fondamental, que simplement en fait les pouvoirs publics respectent le droit, tout le droit, rien que le droit, mais le droit véritablement c'est une arme importante. Et puis deuxième élément, le droit aussi comme arme défensive en fait. On le voit aujourd'hui, cette offensive autoritaire cible aussi les collectivités locales en lien avec ces questions-là. On l'a vu au cours du mandat précédent, un certain nombre de municipalités qui précisément voulaient initier des changements d'action publique assez significatifs. Je pense notamment à la ville de Grenoble ou à la ville de Poitiers.
ont connu en fait des contentieux avec l'État. En fait, la préfecture dans les deux cas est venue les embêter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, la préfecture a perdu en fait dans les contentieux administratifs, que ce soit au niveau du tribunal administratif ou parfois au niveau du conseil d'État. Et là, il y a un enjeu fondamental effectivement parce qu'on assiste à un mouvement de recentralisation et ça fait partie, moi je crois, de ce mouvement autoritaire auquel on assiste. Il y a des velléités de la part de l'État central, pour le dire comme ça, et au regard des orientations politiques qu'on connaît et qu'on peut prédire, c'est probablement inquiétant. Et donc il y a un enjeu à ce que les communes qui vont être élues et les listes qui vont être élues dans les semaines qui viennent, d'un côté, constituent des refuges au fond face à cet autoritarisme-là qui se prépare et puissent s'appuyer potentiellement sur le droit face au combat qui s'annonce. Je ne suis pas maître du temps, mais je crois que s'il y a une ou deux questions dans la salle, on peut les prendre. Après quoi, je demanderai à Julien de conclure. S'il y a des réactions par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure aussi. Voilà, tout à fait. Ah, pas de bras levés. Bon, ben, écoute, dans ce cas-là, je crois que la conclusion, c'est peut-être de dire on assiste quand même à une initiative majeure ce soir où on a toute une série d'associations qui convergent autour de l'exigence des services publics locaux. Toi-même, tu es chercheur, mais en même temps, tu es un chercheur citoyen, pour pas utiliser le mot engagement. Comment on construit un point de vigilance finalement démocratique majeur pour toutes ces forces, tous ceux et celles qui veulent reconstruire du service public? Comment on travaille des fronts qui permettent de préserver à la fois les services publics, mais également, tu viens de le dire très bien, le pluralisme, la liberté d'expression, la démocratie. Oui, peut-être deux mots pour finir. Alors je le disais un peu tout à l'heure et j'imagine que c'est un peu dans vos idées. Moi, je crois qu'il y a un enjeu à suivre dans la durée, au fond. Les engagements qui vont être pris, le risque, évidemment, dans ce type de période, c'est que tout le monde se dise « je signe dès demain ». Et puis après, ciao, bye bye. Et donc, il y a un enjeu à créer, au fond, une forme de rapport de force. Et moi, je vais le dire très explicitement. En fait, je crois que, et moi, c'est un des trucs que j'essaye de défendre précisément sur les conditions de démocratisation aujourd'hui de l'action publique. Et dans ce rapport, au fond, entre la société civile et les pouvoirs publics, c'est qu'il y a un risque parfois d'aspiration des forces militantes et des forces de la société civile au sein de l'institution. Et une des conditions, et alors je reviens à l'Espagne, mais où il se passe des trucs intéressants, c'est précisément en fait que les gens restent mobilisés à l'extérieur de l'institution pour créer du rapport de force, rappeler les engagements de ceux et celles qui ont pris des engagements au moment des municipales. C'est aussi comme ça qu'on peut produire du changement dans la durée. Et puis bien un dernier mot peut-être pour revenir sur cette question démocratique. Moi, j'ai tendance à penser, mais là, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, que une des conditions pour défendre la cause du service public, c'est à la fois de dire à quel point il est essentiel pour l'égalité territoriale, sociale, ça a été dit à plusieurs reprises au cours de la soirée, mais aussi de promouvoir des services publics différents. En fait, et il y a un enjeu de démocratisation du service public, à mon avis, qui demeure un chantier ouvert devant nous. Je reviens au quartier populaire. Bon, je l'ai peut-être pas dit exactement comme ça au début, mais l'expérience du service public dans les quartiers, c'est d'abord l'expérience de la maltraitance institutionnelle, au fond. Alors, on pourrait parler du logement, et Elie Jacquemart était présent tout à l'heure. Voilà, un des services publics fondamentaux dans les quartiers, c'est les bailleurs sociaux. Et ça va pas en fait. L'expérience du rapport aux bailleurs sociaux dans les quartiers, c'est une expérience de la maltraitance, l'expérience de pas avoir voix au chapitre au fond dans la résolution des problèmes quotidiens et encore moins dans la définition des politiques de logement. Alors on pourrait dire qu'il y a des instances représentatives dans lesquelles siègent la CNL et d'autres. On pourrait dire qu'il y a des dispositifs de démocratie participative pour faire remonter mais ça ne suffit pas en fait. Et donc là, il y a un enjeu fondamental de démocratisation au fond du fonctionnement des services publics. J'évoque le logement parce que c'est un secteur moi qui me parle à la lumière des quartiers populaires. Mais voilà, pour défendre la cause du service public, c'est aussi un autre service public où notamment la voix des groupes dominés serait davantage entendue et les instances représentatives classiques ne suffisent pas de ce point de vue-là. Et donc je pense qu'il faut être ambitieux. Voilà, merci.
Ouais. Eh bien, merci à Julien Talpin d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ce soir, et à Marie-Pierre Vieux d'avoir animé. Donc, moi, je suis Margot Aldebert, la secrétaire générale du collectif Nos Services Publics, et avec Florent, le référent du groupe lillois du collectif, nous avons la mission de conclure cette soirée. Donc, tout d'abord, un grand merci à l'ensemble des partenaires de la coalition et à l'ensemble des militants du collectif Nos Services Publics qui ont écrit ces exigences et l'ensemble des engagements de la charte et qui ont construit cette campagne. Un grand merci aux bénévoles du groupe lillois qui ont porté cette soirée et qui ont permis ce lancement ce soir. En remerciant. Et un grand merci au Théâtre du Nord qui nous reçoit et au Syndéac, partenaire de la coalition, et qui nous a aussi permis de pouvoir avoir cette salle ce soir et de faire un lancement dans un lieu aussi beau. Très rapidement, on a essayé un peu de synthétiser une partie des échanges, et donc je vais revenir, mais de façon succincte, et tout ne sera pas redit. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que actuellement les services publics ils sont à l'os, et que du coup il y a vraiment un besoin de changer de logiciel parce qu'on est dans une période qui est incertaine, et que les services publics c'est ce qui nous permet à la fois de faire du commun, du lien humain, et aussi garantir l'égalité entre toutes et tous sur le territoire. C'est aussi une période où on vit une crise démocratique, et c'est l'importance de l'échelon local et du coup d'autant plus renforcée parce qu'il y a besoin de contre-pouvoirs, et que du coup une collectivité, et une mairie notamment responsable, c'est une collectivité qui fait le travail du dialogue avec les citoyens mais aussi avec ses agents, et qui favorise aussi un dialogue entre les citoyens et les agents. Et enfin, c'est aussi les élus locaux, c'est des élus qui ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir au niveau de leur commune, on l'a vu, mais pas seulement. Ils ont aussi un pouvoir en fait de plaidoyer au niveau national parce que leur voix elle porte au niveau national, et qui peuvent se battre sur des mesures pour pouvoir garantir en gros des services publics sur l'ensemble des territoires pour toutes et tous. Tout ça, ça sera possible que par une mobilisation citoyenne et par le fait que les habitants et habitantes se saisissent de notre campagne. Et donc pour ça, il y a une plateforme qui va être mise en ligne ce soir où vous retrouvez l'ensemble des éléments de notre campagne. La plateforme, c'est municipal-2026.nosservicespublics.fr. Et donc on vous invite dès demain à aller dessus et à vous saisir en gros des outils qui seront mis à votre disposition pour pouvoir interpeller vos candidats et leur demander de s'engager pour des exigences, 14 exigences concrètes pour nos services publics applicables dès le début de leur mandat. Et je vais laisser la parole à Florian qui va du coup revenir sur le gros, justement sur la mobilisation et notamment ce qui va se passer à Lille et ce qui est réfléchi. Et par contre, on vous invite à rester après parce qu'on propose un petit pot pour échanger, continuer les échanges et puis se rencontrer. Voilà. J'ai entendu merci Margot, merci à toutes et tous d'être présents. Alors, je sais que parmi nous, il y a bon nombre de personnes qui sont déjà très engagées. On a aussi des candidats qui nous fait l'honneur d'être présents, ou en tout cas des représentants de leur liste ici. Et tout ça, bien entendu, c'est le fruit d'une conviction personnelle qui vous amène ici. Par contre, à mon échelle, la chance que j'ai de pouvoir animer ce groupe local, nos services publics, c'est de voir aussi des personnes qui ne sont pas tout à fait militantes, ou en tout cas qui sont un peu errantes, perdues dans tous ces débats et qui ne savent pas vraiment comment agir. Je trouve que ce soir, on a apporté une parole aussi ambitieuse pour les citoyennes, les citoyens, les habitants, les habitantes. Pour autant, en fait, tout le monde n'est pas à ce niveau-là peut-être d'engagement. Et en fait, le groupe local, c'est une formidable opportunité, un formidable endroit pour engager un dialogue, pouvoir mener des actions modestes, simples, mais concrètes aussi, et qui donnent du sens, qui nous permet aussi d'être acteurs pour ces services publics, et qui, de fil en aiguille, permet aussi à chacun et à chacune de se saisir de ces enjeux-là, de pouvoir les porter, de pouvoir interpeller des candidates et des candidats comme on le fait à Lille depuis déjà plusieurs semaines. On en a encore d'autres à voir, et puis à l'appui de cette charte, on pourra être d'autant plus solide dans nos interpellations. Mais sachez que du coup, ce sont des actions que l'on mène au niveau local, et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait
prendre attache auprès de moi ou de Margot pour rejoindre ce collectif lillois. Il y en a d'autres sur le territoire. On a de nombreuses antennes qui fleurissent et c'est une... Alors, on a une date de réunion en février, le 13 février. Mais vous pouvez d'ores et déjà prendre attache avec moi si ça vous intéresse. Et au-delà de ces interpellations, on a aussi à cœur, et je me permettais de le souligner, parce que organiser des événements comme celui-ci, c'est un événement informationnel, mais aussi un événement convivial. Et en fait, le militantisme, ou en tout cas l'engagement, ça peut aussi passer par un endroit où on retrouve des personnes qui sont à l'écoute, qui laissent la parole à chacune et à chacun. Et donc cet événement-là en fait partie. Et il y en a d'autres dans l'année que l'on organise. Donc merci aux membres de ce collectif qui sont investis pour faire vivre ces actions, qui sont hyper créatives. On produit par exemple des contes pour enfants sur le sujet des services publics. On essaye de toucher un public toujours plus large. Et donc, en fait, toutes les idées sont bonnes, quoi. Il n'y a pas forcément que de l'interpellation des candidats pour faire vivre cet engagement au nom des services publics. Voilà, je vous remercie à toutes et tous. Et puis, rendez-vous, du coup, au pot. Et le pot, il est dans, du coup, l'espace bar-restaurant. Voilà. Merci.